L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, on reçoit la bénévole de l'année du dernier Gala du Frill, Stéphanie Dufour. La voix? On reçoit aussi François-Xavier Thibault qui vient nous parler de trapage et de la petite chasse. Ligue majeure, on parle de hockey avec Maxime Jodoin, du Canadien de Montréal évidemment. Puis mes sympathies pour la Coupe Vanier. Ah, merci Mathieu, c'est bien apprécié. Bon vestiaire tout le monde. Bon vestiaire. On accueille aujourd'hui Stéphanie Dufour-Lavoie. On est très heureux qu'elle soit là, tout récemment récipiendaire bénévole de l'année au Frill 2025. Bienvenue Stéphanie. Merci. Félicitations. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Vraiment content que tu sois présente avec nous. Écoute, un prix entièrement mérité. On te voit aller depuis la dernière année, puis depuis les années avant aussi. Très impliqué dans le monde de la balle à Baie-Saint-Paul, avec un événement qui grossit toujours de plus en plus. Comment tu t'es senti avec d'avoir remporté ce prix-là? Écoute, le mot qu'on dit tout le temps, c'est honoré. Puis je l'ai dit à plusieurs gens, j'ai dit c'est une belle tape sur les épaules parce que bien souvent, on organise, on fait des choses. Puis on prend pas le temps de voir l'envergure de tout ce qui peut arriver. Fait que ça permet de se mettre un petit temps de pause puis de dire OK, j'ai tout fait ça. Puis c'est vraiment spécial. Mais résume-nous un peu qu'est-ce que tu fais avec la Ligue de filles, tournoi de balle à Baie-Saint-Paul, les quilles aussi. Résume-nous un peu ton CV de l'année, on va dire. Bien, c'est ça, j'organise. En 2026, ça va être la 5e année de la Ligue de balle de féminine de Baie-Saint-Paul. Le tournoi de balle que j'organise avec Mélissa Bouchard, ça va faire la 6e année en 2026 aussi, qu'on remet en plus les dons aux mains d'espoir. Les quilles, bien, je suis une bonne joueuse de quilles, fait qu'à toutes les années, on organise un tournoi aussi avec mon frère. Par exemple, tu sais, c'est bénévolement, mais on remet pas de dons en particulier. Fait que c'est pas mal ça, grosso modo, là. Puis bientôt, on pense organiser aussi un tournoi pleinement féminin de balle. Une belle primeur, ça s'en vient. Ça s'en viendra à partir de l'année prochaine? Ou... on parle du mois de mai, fin mai. Mois de mai, OK, excellent. Je pense qu'on va te recevoir encore. Ben oui, on va en parler. Mais justement, parle-nous un peu de la Ligue de... Je pense qu'on minimise ça. Tu sais ce que vous avez fait pour les ligues, les filles qui voulaient jouer à balle, à un moment donné, tu viens que c'est plafonnait, mais la Ligue de balle, ça permet à plein de femmes aussi de continuer à jouer. Bien, c'est ça, ça permet à beaucoup de femmes de famille de sortir de chez elles, de profiter d'un sport d'équipe, puis c'est individuel en même temps. Fait que non, quand tu vois toutes les femmes qui s'investissent puis qui veulent venir, c'est vraiment très agréable. Puis on voit que le terrain de baseball, là, ça s'agrandit. Là. C'était vide, hein, Philippe, tu pourras le dire aussi, là, il n'y avait rien. Là. Puis les gens me le disent aussi. Juste le fait que tu aies organisé une ligue féminine, que là, ça a commencé une ligue de mix hommes le jeudi, plus la ligue de jeunes. Que exact. C'est en augmentant aussi, fait que le terrain est en pleine puissance. On est capable de le voir, là, les terrains, à tous les soirs, il est monopolisé, les lumières sont allumées jusqu'à tard, on a tous les soirs, ils sont programmés. Tu l'as dit, les jeunes vous prennent pour modèle aussi. Beaucoup de jeunes qui jouent dans nos ligues Atomes, Moustiques, ils ont des parents qui jouent dans la ligue de filles, souvent les mères sont là, tout ça. Fait un très gros engouement pour la balle depuis quelques années, puis tu fais partie là, de ceux qui ont permis de cet engouement-là, je pense. Là. Je suis bien fière. C'est très important de le mentionner. Je suis bien fière pour les jeunes, puis ben oui. Tant que ça l'augmente, moi, ça fait mon bonheur. Puis la Ligue, c'est une chose, on l'a dit, énormément d'équipes qui participent, ça nous amène à ton événement en tant que tel, le principal pour lequel tu as gagné ton prix. On parle d'un événement, quelle envergure, combien d'équipes qui s'inscrivent, on va récolter combien de dons, c'est quoi l'organisation, ça prend combien d'heures à organiser? Je sais que vous êtes une grosse équipe à l'organiser. Ça ressemble à quoi, l'organisation de ton événement? Écoute, l'organisation, c'est moi et Mélissa en particulier. C'est sûr qu'on a une grosse équipe de bénévoles qui nous appuie, c'est ça. Okay. Mais moi et Mélissa, on commence en janvier à commencer à construire l'événement. C'est gros comme organisation. Oui. Hein? Oui. On a beaucoup de choses à penser. Puis à toutes les années, on a 20 équipes. C'est sûr qu'on n'en prend pas plus parce que l'horaire vient charger puis on n'est plus capable de... Ça, on joue en pleine nuit. Il faut rester sur une semaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça devient difficile. Fait que, mais les dons, on augmente à toutes les années. Puis les gens de la région sont très généreux, puis même les gens de l'extérieur, puisqu'on a des équipes de l'extérieur. Fait que non, main d'espoir, je pense qu'on est rendu à 21 000 de données en 5 ans. Vraiment. Parle-nous un peu de Stéphanie.
Dans le fond, Stéphanie, tu as fait quoi dans le sport? Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer comme ça? C'est quoi ton background? Puis dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est pas une carrière, là. Non. Il faut que tu manges aussi. Moi, je suis infirmière auxiliaire de carrière. Puis je m'investis beaucoup au niveau de mon travail. Là, je fais beaucoup de bénévolat. Je fais des projets pour les résidents. Je pourrais en parler des heures et des heures. Puis la Ligue de balle, dans le fond, c'est parce que moi, j'ai commencé à jouer à Clermont mais pendant 2 ans. Mais là, à un moment donné, les filles, ils se tannaient de voyager. Fait qu'ils ont dit « Oh, ça nous tente plus. » Fait que moi, j'ai dit « Non, ça me tente pas de plus jouer à balle. » J'ai dit « On va essayer de faire une Ligue à Baie-Saint-Paul. » Puis finalement, ça a marché. Puis c'était où cette piqûre pour la balle? T'as eu ça quand? Moi, mon chum plus jeune, il jouait, puis mon frère aussi. Fait que j'allais les voir. Puis il y avait un petit tournoi que Sébastien Lavoie organisait aussi. Fait qu'on était là, on voyait ça. Puis plus tard, j'ai décidé de commencer à jouer, puis j'ai pogné la piqûre. Ça a même, d'habitude, c'était les quilles. Là, maintenant, c'est le softball. Puis on voit, ça fait des petits, en tout cas. C'est vraiment beau qu'on se promène, puis on voit toutes vos équipes avec les commanditaires aussi. Oui. On voit que la communauté locale est en arrière de vous autres. Les gens veulent vous commanditer, veulent embarquer, veulent être vus sur le terrain. Fait que c'est vraiment quelque chose de voir ça, d'avoir monté ça en aussi peu de temps aussi, puis voir l'engouement que ça a, c'est très impressionnant, en tout cas. Ah, merci. On est fiers. Puis je suis fière. Ah oui. Puis qu'est-ce qui te motive à t'impliquer autant? Parce que tu pourrais juste pas le faire, dans le fond. Il y a rien qui te force à faire. Qu'est-ce qui te motive à aller... à la base, c'est que j'aime ça. J'aime ça, puis j'aime ça voir... C'est un sport que j'adore, fait que j'aime ça voir aussi toutes les filles qui veulent embarquer puis qui jouent, là. C'est vraiment très agréable. Puis c'est un sport aussi qui est accessible, je pense. C'est pas très niché, hein? Non, tu peux commencer, puis à force de t'entraîner, tu viens être capable de jouer, là. Puis c'est en équipe, justement, fait que... J'avais eu la question un peu en préparant l'entrevue, je ne sais pas si tu auras une réponse pour moi, mais comment on fait pour une fille qui voudrait s'impliquer, qui n'a pas nécessairement les moyens ou les amis ou le réseau pour se faire une équipe au complet? Comment on fait pour quelqu'un qui est seul? Est-ce que les équipes prennent des joueuses? Est-ce qu'il y a une sorte de scan de sélection? Comment ça fonctionne pour s'impliquer? Dans le fond, c'est quelqu'un qui est tout seul et qui serait intéressé à jouer avec vous autres, là. On a fait beaucoup de repêchage un peu sur les réseaux sociaux. On marque que la Ligue va débuter, fait qu'il y a beaucoup de gens. Moi, j'écris, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à venir jouer? Fait qu'il y en a qui nous écrivent sur les réseaux sociaux. Bien souvent, c'est parlage à parlage. On parle avec des gens. Bouche-oreille. C'est ça, bouche-oreille. On parle du sport. Fait que là, les gens pognent un petit peu la piqûre puis qu'ils viennent essayer. Finalement, ils aiment ça. Fait qu'ils viennent dans les équipes puis on peut les inclure s'ils sont intéressés. Ben oui. On revient un petit peu au FKIL, le gala du FKIL. C'est quoi l'importance que ça a de reconnaître ces initiatives-là? Surtout en région, on pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça... Pourquoi c'est si important que ça? Bien, le sport, puis ça appuie tous les jeunes. C'est voir tous les terrains qui sont animés de soir et en soir. Ça appuie, c'est plaisant que ça appuie justement tout ça d'innovation, de sport, puis que des gens qui s'impliquent. Je pense que le sport, c'est en grandissant, puis c'est important pour les jeunes, ça les fait sortir. Puis, ça fait partie des scènes d'habitude de vie, littéralement. C'est ça. Hein. Exactement. Puis là, tu as beaucoup d'appui de la communauté, des bénévoles, mais tu as aussi des commanditaires qui t'appuient, là, je pense que... Puis ils sont quand même importants, là. C'est pas... Puis on a toujours un peu les mêmes. Comme Sébastien Thibault, c'est lui qui appuie depuis 5 ans notre événement, notre gros tournoi. Ah oui. Évidemment. Ah oui. C'est pas le seul événement auquel il participe. Non, mais il est super généreux. Oui. Non, les gens, pas juste lui, comme tu dis, la région en général sont très généreux puis ils nous appuient quand c'est pour une bonne fondation. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les motiver à s'impliquer? Je pense que c'est le fait de ce que ça donne à notre personne, à nous, quand on s'implique, de ce qu'on voit, tout ce que ça investit, tout ce que ça monte dans le monde. C'est clair que c'est très gratifiant, peu importe la branche dans laquelle on se dirige. Il y a toujours de la place. On cherche des bénévoles dans toutes les activités qu'on organise. C'est très précieux. Puis sans les bénévoles de ce monde, il y aurait beaucoup moins d'activités de loisirs dans nos régions. En finissant, Stéphanie, dernière question. Le fait d'avoir gagné ce prix-là, c'est clair que ça vous donne beaucoup de visibilité. On voit que ça a été partagé, il y a eu plusieurs articles, etc. Est-ce que tu vois ça comme positif pour l'année qui vient? Est-ce que ça te donne un peu un élan, de l'énergie supplémentaire pour confirmer les événements dans les années qui s'en viennent? Avez-vous de l'énergie chez vous? Vos bénévoles étaient contents aussi, votre équipe en arrière, de gagner ce prix-là? Oui. Tout le monde était content, tout le monde était super fier. Puis, écoute, j'ai juste eu des beaux commentaires. Puis oui, j'ai de l'énergie pour plusieurs années encore.
Écoute, Stéphanie, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait On va plaisir. se revoir bientôt, j'imagine, à parler d'un certain tournoi, paraît-il. Oui, il verrait qu'il y a une certaine nouveauté. Oui, là. en mai, ça va être annoté là, dans les agendas, un beau tournoi féminin sur une journée. Super, merci Ben, beaucoup, Stéphanie. Ben, ça me fait Félicitations plaisir, pour tout ce que merci. tu fais. Merci. Merci à vous. Chronique chasse et pêche aujourd'hui avec notre invité FX. On parle aujourd'hui du sport de chasse après la grosse saison niveau chevreuil et orignaux. Qu'est-ce qu'on peut faire après la saison? Qu'est-ce qui est plus accessible aussi? Puis qu'est-ce qui peut nous rester comme activité dans la saison? Oui, salut les gars. Aujourd'hui, dans le fond, on va parler plus d'activités, justement, après le gros gibier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soit occuper nos enfants ou nous occuper ou d'essayer de nous faire triper en forêt? Il y a plusieurs activités qu'on peut faire et qui peuvent être très utiles pour notre grosse saison. En premier temps, dès que la chasse est terminée, la meilleure période pour préparer notre prochaine saison, c'est quand ça termine. On fait une prospection terrain, on voit qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur le terrain, les signes de route, les sentiers de cervidés. On va aller voir à quel endroit qui ont plus fréquenté l'habitat ou les endroits où il n'y a pas eu de chasseurs. Est-ce qu'il y a eu de l'activité dans ce secteur-là? Ou exemple, fin novembre, début décembre, dès qu'il y a de la neige au sol, les sentiers de chevreuil, c'est où que ça passe? Allez voir, c'est où qu'ils ont frotté, c'est où qu'il y a eu des grattages. Bref, c'est le meilleur temps pour investiguer autant pour l'orignal que pour le chevreuil. Fait qu'il y a vraiment moyen de rester actif, même si la saison, si on veut, principale est finie, Oui. pour se préparer pour l'an prochain. Absolument, on peut même ériger des salines, faire des sites d'affût. C'est le meilleur temps parce qu'il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de moustiques, il fait frais, on est bien, on peut se faire un feu dehors, on peut se faire un petit pique-nique. Moi, c'est ma période que j'aime le plus. Puis dans cette période-là, je pense aussi qu'il y a différentes façons d'aller chercher un peu des activités chasse, mettons, moins dispendieuses, plus accessibles aussi pour quelqu'un qui voudrait s'initier ou quelqu'un Moins qui n'a pas spécial nécessairement aussi. les moyens. Donc, Plus familial. Exact. Ben, le classique au niveau provincial, puis c'est une coutume qui date de nos ancêtres, le colletage du lièvre. OK. Le colletage du lièvre, on le sait, tout le monde dans notre famille a déjà récolté un lièvre pour faire une tourtière. C'est dans nos mœurs, c'est dans nos coutumes. Le colletage du lièvre, premièrement, c'est une activité qui nous fait marcher. On se cachera pas, on fait pas ça en camion. C'est de quoi d'accessible proche des grands centres, proche des maisons. On a un beau petit boisé avec du petit sapinage, avec du jeune feuillu. On va être en mesure d'aller chercher de l'accessibilité pour cette activité-là, avec autant que les enfants, les personnes moins jeunes. On peut en faire avec tout le monde. C'est pas très onéreux. Un permis de colletage, ça coûte une vingtaine de dollars. C'est ça que j'allais te demander. Mettons que tu es en train de me convaincre que moi, je peux-tu aller faire ça demain matin? Ça prend des permis? Comment ça Le fonctionne? permis de colletage, tu peux l'avoir dans un détaillant de chasse à pêche ou sinon tu peux y aller avec un arme à feu, avec ton cours de chasse. Donc un permis de chasse au petit gibier, le même qu'à la perdrix. Après ça, tu peux y aller avec tes enfants. C'est simple. Tu peux y aller aussi avec du monde d'expérience. Mais là, tu donnes un cours coltage 101, tu installes ça où, un collet? Ben, ça prend-tu ça a l'air de quoi, une piste de... un endroit pour le lièvre, c'est de la jeune forêt. La vieille forêt, oui, c'est bon, mais l'idéal, c'est une jeune forêt. Pourquoi? Parce que les arbres sont serrés. C'est un habitat qui va être très dense, très sale, entre guillemets, qui va aussi avoir des bonnes cachettes. Le lièvre va se sentir en sécurité là-dedans. Puis aussi, où il y a des jeunes repousses de feuillus. Des jeunes ramiers de bouleau, des repousses d'érable. Le lièvre va aller gruger ça tout au long de l'hiver, même durant l'automne. Donc, c'est des endroits de choses que je vais faire, soit faire des enclos, genre des endroits où je vais mettre plusieurs collets, là, avec des embarras, là, avec des petits sapins ou des choses comme ça. La fois, tu cibles un secteur, puis tu tends... Un couvert très dense. Okay. Les gens, ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est pas des endroits où il y a des forêts matures, c'est vraiment des endroits où il y a un couvert très dense, qu'on parle des sapins qui ont moins de 30 pieds de haut, puis t'as de la misère à marcher au travers. C'est vraiment une place très sale, comme une plantation un peu de sapins de Noël qu'on voit souvent en Beauce, des places de mer. C'est vraiment des plantations très serrées. Puis souvent, exemple, des tailles qui ont déjà été bouchées, qui ont eu des replantations par des gros regroupements forestiers ou des instances sylvicoles. Ça va créer justement des endroits où il y a du lièvre. Puis c'est vrai, ça, ce qu'on dit, que, mettons, qu'on trouve justement des traces, on a de l'activité chez nous, on veut s'essayer, que les lièvres ont tendance à toujours avoir les mêmes habitudes, toujours passer par les mêmes trails. S'il y a de la nourriture, oui. OK. Si, exemple, il y a des petites ramilles, là, des petites repousses de feuillus, ils vont se tenir là, puis tu vas avoir des crottins dans la neige. Tu sais, des petites glacettes là, classiques là, qu'on a déjà vues, là, avec des traces de lapin, ben, tu vas suivre ça. Puis idéalement, c'est pas trop contaminé l'habitat. Tu sais, exemple, si tu vois que les chevreuils, pas les chevreuils, les lièvres vont passer au même endroit, ben, essaie de les contourner, d'aller faire un collet, vraiment couper le sentier où ils vont passer en entonnoir. Puis après ça, tu peux faire aussi
je te dirais un enclos. En fond, c'est bien simple. Tu vas mettre des branches de bouleau, des branches de jeunes feuillus dans un endroit. Tu vas faire un embarras avec des branches de résineux. Puis tu vas mettre 3 à 4 portes de sortie dans l'enclos avec des collets. Le collet, tu peux l'avoir ça en laiton ou sinon en stainless. Okay. Ça, c'est une question de croyance. Moi, ce que je fais, je prends en laiton. C'est plus maniable, c'est plus malléable. Puis après ça, on peut les traiter. On peut les mettre, exemple, là, au préalable, là, peut-être avec il y a des lotions qui existent pour faire noircir les collets. Okay. Puis sinon, exemple, là, tu peux le mettre de manière naturelle. Moi, je conseille de prendre une petite attention particulière pour les faire noircir, pour que ça soit moins visible. Okay. Surtout partant de pleine lune. Est-ce que tu en mets beaucoup, mettons, dans un petit enclos? C'est quoi ta un enclos, on parle distance minimale à respecter? Un enclos, on parlait d'une circonférence peut-être de 6 pieds par 6 pieds. Donc un carré, là, 36 pieds carrés environ. Ça peut être 4 pieds par 4 pieds, ça peut être 10 pieds par 10 pieds. Tu fais 3 à 4 portes de sortie. Okay. Dans le centre, tu mets de la peau, des branches. Fait que ça, souvent, ça va être très pertinent, surtout quand il y a de la neige l'hiver. Pour que ce soit effectif, c'est quelle hauteur un collet environ? Un collet, écoute, on parle... Ça doit être assez proche du sol. C'est pas compliqué. Moi, souvent, ce que je dis à la blague, on a une main. Oui. Vous voyez la main? Ben, c'est à la hauteur d'une main. Mais la main de Philippe, pour les nomades. Ouais, c'est ça, c'est différent. Ouais, c'est sûr. Regarde, moi, je dis tout le temps, là, environ 7 à 8 cm du sol. Okay. 7 à 8 cm. On met une petite branche au-dessus du collet. Il y a plusieurs vidéos éducatives auprès de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec qui ont fait des vidéos sur ce sujet. On peut aller sur YouTube, puis il y a plein d'intervenants dans l'industrie qui ont fait des vidéos sur les techniques de colletage. Mais tu sais, je connais pas personne d'insensible à la cause de donner une passion à un enfant ou même à un nouvel initié ou quelqu'un qui veut démocratiser la chasse par le lièvre. Tout le monde a un intérêt envers ça. C'est relax, on est bien en forêt. Tu sais, le lièvre, c'est vraiment sous-estimé. Puis outre, mettons, sur notre propre terrain, où est-ce qu'on peut installer des collets? Terre publique, on peut... tu peux demander des permissions des agriculteurs, des propriétaires terriens. Okay. Sinon, dans les territoires de la couronne, les terres publiques, les ZEC. Mais mettons, moi, je vais sur une ZEC, je vais au parc des Grands Jardins, par exemple, je me fais une... c'est un parc national, on n'a pas le droit. Mais mettons, je vais sur une ZEC, là, c'est pas ma run de collets. Quelqu'un peut arriver, s'il peut le ramasser, ça ne m'appartient pas nécessairement. Ça, il faut s'informer aussi, je te dirais, aux ZEC, parce qu'il y a des territoires de piégeage qui ont des baux de trappage, que les trappeurs payent. Fait qu'il faut que tu t'informes auprès de tes ZEC. S'ils donnent l'autorisation, oui. Mais moi, je te dirais que tu peux aller, tu sais, pas loin, là. Proche de Baie-Saint-Paul, tout le tour, où est-ce qu'il y a des petits boisés, où est-ce que tu as l'autorisation d'un propriétaire, tu vas être en mesure de faire ton colletage, Juliette. Tu as parlé aussi de... Vas-y. C'est parce que tu me vois venir, là. Moi, quand tu me parles de récolter de la viande, je veux savoir comment l'apprêter, comment ça... J'imagine lièvre très, très, très musclé, très nerveux. Ouais. J'imagine que c'est quelque chose de mijoté, cuisson long, etc. Comment le consommer, là? Ben, mijoteuse, ça peut être pertinent. Ça fait comme un rôti, quelque chose comme ça. Ou sinon, en tourtière, tu sais, vraiment comme de manière classique. Un peu classique, là. D'un fin volard aussi, ça peut être... on peut personnaliser ça. Il y en a même qui font aussi, là, tu sais... C'est une viande rouge? C'est une viande... C'est très foncé, oui. Très foncé, oui. Okay. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je suis plus quelqu'un de mijoteuse, personnellement. Là, c'est une viande qui est assez corsée. Okay. Tu as parlé aussi de chasse... Excuse-moi, tu as parlé de chasse à la... J'ai un blanc, là, le oiseau, là. À la perdrix. Merci. Ça se coupera. Tu as parlé de chasse à la perdrix. Où est-ce qu'on peut chasser la perdrix? C'est aussi très accessible, là. Ben, la chasse à la perdrix, on peut aller dans les ZEC, on peut aller dans les pourvoiries, on peut aller dans les réserves fauniques. C'est sûr qu'il y a beaucoup de possibilités, parce qu'il y a des forfaits de chasse disponibles aussi par des pourvoyeurs et tout ça. La chasse à la perdrix, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parcourir du terrain autant en VTT, en camion, ou autant à pied. On peut y aller de manière, je te dirais, plus décontractée. On fait pas attention à nos odeurs, on fait pas attention aux bruits. On peut discuter, on peut se faire un pique-nique. On peut se faire un pique-nique, puis on peut tirer aussi profit. Qui c'est opportuniste, le matin, ça se tient proche des chemins, le soir aussi, parce qu'ils se perchent. Puis souvent, ils vont aller à la cime des arbres, après ça, ils vont manger des bourgeons, ils vont aller au sable, dans les chemins de sable, pour consommer du sable pour leur digestion, parce que ça leur prend ça, pour leur gésier, pour bien digérer les aliments. Donc, en sachant ça, la chasse à la perdrix est très simple à faire, très facile. Pourquoi? Parce qu'on des vieux chemins forestiers avec du sable,
ça prend un peu de soleil, ils vont sortir dans les chemins. Mais là, c'est différent du trapage. Là, ça nous prend une arme là, pour Ouais, la là, perdrix. on va y aller Ouais. soit avec on peut y aller avec des armes de jet, un arc avec des pointes de chasse. Même à l'arc. Il y en a qui le font à J'imagine qu'il l'arc. faut être un bon tireur. Là. Oui, puis ça prend des flèches faites pour ça, puis des pointes de chasse faites pour ça. L'arme à feu, je veux dire qu'on prend pas de calibre 12, on ne veut pas exploser. Oui, les on peut y aller oiseaux au non 12. plus. On va Ok. juste aller avec une gerbe de plomb beaucoup plus adaptée, avec une grenouille de grosseur 7, 7,5, 8, du 6. Il y a plus de chance. à ce Calibre moment-là 12, que- calibre 20, calibre 28, calibre 410. C'est très adapté. Puis si on veut se donner du défi, on peut y aller à la 22. Qu'un calibre 22, là, on Là, c'est que ta vise- balle ne sera pas Non. explosive. Puis il va Non, falloir. ben, la différence, ça va exploser, mais la différence, c'est que tu as un fusil, c'est une grenouille de plomb. C'est Oui, une c'est ça. gerbe de plomb, comparativement à une 22 qui est une arme à percussion annuaire, qui est juste un boulet comme une carabine, un peu le même principe, sauf qu'avec un boulet peut-être d'une trentaine de grains. Ça pardonne moins, pour être très précis. Ben, c'est faut être précis, mais ça donne du défi, puis en même temps, ben, ça brise moins ta viande, tu tires dans la base C'est clair. du cou. Là, on ne tire pas dans la poitrine, c'est une perdrix. Le but, c'est d'avoir une poitrine pour consommer, fait qu'on vise la base de la tête. là. En terminant, écoute, tu arrêtes de dire que la chasse, c'est plus qu'une manière de récolter de la viande, c'est aussi une belle activité familiale, de prendre l'air, de passer du temps en famille, souvent intergénérationnel. Oui. Fait que moi, souvent, ce que je conseille aux gens, c'est joindre l'utile à l'agréable. On fait une prospection de notre territoire de chasse. Si on a notre permis de TJB, on peut amener nos enfants, on amène une arme. Puis si on voit une perdrix, on peut faire un prélèvement d'une perdrix, d'un lièvre. Puis si on a le territoire de chasse, qu'on a permission aussi pour le lièvre, après le chevreuil, on fait une prospection, on fait des cols à lièvre. Puis souvent, petit conseil comme ça, proche des sites d'apportage des chevreuils, c'est un bon endroit pour leurrer le lièvre parce qu'il va aller manger des carottes, des pommes, de la moulée. Ils vont souvent être opportunistes. Donc, près de ces endroits-là, je vais faire des cols à lièvre. Écoute, Charlevoix, c'est un très beau territoire, faut en profiter. Oui. Merci beaucoup, François Xavier. Sortez jouer dehors, hein? Oui. Merci, bonne chasse. Bonne chance. C'est le moment de parler des ligues majeures et avec nous, notre chroniqueur hockey préféré, Maxime Jodoin. Salut Maxime. Bonjour messieurs, très content d'être avec vous pour un autre segment du vestiaire. C'est toujours un très très grand plaisir en votre compagnie. Très Merci heureux de te d'être avec nous. recevoir. On espère que tu es craqué pour jaser de hockey dans les prochaines minutes, Max. Oui, n'importe quand, on est toujours prêts. Écoute, on va parler du Canadien de Montréal, évidemment, là. Question pour toi, Maxime. Quelle est l'équipe du Canadien de Montréal? C'est-tu celle qu'on a vue en début de saison? C'est-tu celle qui s'est faite ramasser, on va dire un terme scientifique, là, contre les gros coupes de l'Ouest? Ou c'est celle de samedi soir qui l'a remporté, on va dire presque facilement contre Toronto? Et il est où le Canadien? Ouais, ben je pense que l'identité du Canadien, on l'a vu dans 2 matchs qui ont été joués au Centre Bell, contre le Mammouth et contre Toronto. C'est vraiment là qu'on a vu le Canadien propice à eux parce qu'on a traversé une séquence épouvantable. Tout le monde avait de la misère. L'attaque, la défensive, les gardiens de but. Puis l'équipe avait tellement trop de segments à récupérer en même temps qu'il a fallu peut-être y aller un petit peu par étapes. Fait que là, on a rappelé des joueurs qui ont donné un gros boost d'énergie à l'équipe. Évidemment que là, je fais référence à Florian Jacquet. On sait qu'un joueur ne fait pas par contre l'équipe au complet, c'est pas ça, mais j'ai vraiment ces 2 matchs-là, c'est vraiment là qu'on a vu l'équipe, l'identité. Puis je pense que si jamais on a à se baser sur un match, il faut que le Canadien revienne à ces matchs-là. Puis on le sait dans l'entraînement avant le match de vendredi, Martin Saint-Louis et son équipe, semble-t-il, qui ont eu une discussion là, assez intense. Ça a été très court, mais ça a été très animé. Fait que j'ai l'impression que s'il faut revenir là, il faut y revenir. Mais on a vu vraiment 2 samedis soirs à Montréal, c'est là qu'on a vu qui était vraiment le Canadien. Une équipe qui brasse, une équipe qui peut marquer, puis c'est ça qu'on a vu. Mais c'est un peu l'équipe B des Maple Leafs. Si on regarde ça, les Canadiens, on dirait contre les clubs qui sont en dessous de lui, dans le classement, ils performent. Mais les leads samedi soir, c'est pas un peu biaisé, ça? Moi, ça me semble que le club était assez affaibli. Tu sais, Mathieu ne jouait pas notamment. Hein? Ouais, mais ça, on l'a entendu aussi. Bon, oui, c'est sûr que Toronto, il y avait beaucoup de blessés. À la rigueur, peut-être une équipe B. Mais quand même, donnons crédit à Montréal qui, eux, ont saisi leur chance. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont un peu brassé la cage. On a amené des gros filets. On a amené des rondelles. L'avantage numérique commence à jouer mieux davantage. C'est pas encore parfait. Je trouve qu'on a encore beaucoup trop de passes, même si les jeux de passes sont beaux, mais des fois, trop, c'est comme passé. Fait qu'on commence davantage là, à amener de l'attaque. On est moins dans notre zone, ce qui fait que, oui, Toronto avait des blessés, mais quand même, donnons crédit aux Canadiens. Puis Jacob Dobèche, samedi soir, honnêtement, a très, très bien joué. L'équipe était présente, fait que pour les partisans, ça a été là, un très, très bon spectacle, malgré les blessures que Toronto avait, c'est sûr.
Moi, j'ai une question pour toi, Maxime. Écoute, côté des entraîneurs, là, on a vu une séquence difficile, tu viens de le mentionner. On sait, on a une équipe jeune, une équipe qui est très dynamique, mais très jeune. On a de la misère peut-être à gérer les succès. C'est peut-être dangereux de tomber dans le piège aussi quand on va rencontrer des plus grosses équipes. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça a été long avant qu'on revienne de cette longue séquence plus difficile. Penses-tu que les entraîneurs y sont pour quelque chose? Comment tu as trouvé la façon de gérer cette situation-là du côté de Martin Saint-Louis? Ouais, ben c'est sûr que oui, on a eu une séquence extrêmement difficile, puis je pense que justement, tu sais, Martin Saint-Louis, je suis pas inquiète, il fait un travail super important, puis justement, la rencontre qu'on a eue avant le match contre Toronto, où ce que justement, on a eu un entraînement qui a été court, mais je pense efficace, des fois, il faut que tu reviennes à ce niveau-là pour avoir un peu plus de crunch, puis aussi, ben les rappels qu'on a fait, on a peut-être fait un petit peu trop tardivement parce qu'on l'a vu dans la rencontre contre Washington, Tom Wilson qui a littéralement brassé tout le monde, puis le Canadien n'a même pas répondu à cette emphase-là, ce qui fait que le rappel de Florian Giaccai, pour moi, le réveil a comme un peu passé par là. Est-ce qu'on aurait dû faire ça avant ce match-là? Je pense que oui. Là, tu sais, des fois, oui, Saint-Louis a peut-être un petit peu de manque de gestion, mais on s'est bien repris. On le fait peut-être trop tardivement. L'avantage, c'est que comme le CH a eu un très bon début de saison, c'est des points qui vont potentiellement nous aider quand ça va être rendu des moments très, très importants. Mais là, au moins la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas traîné ça trop longtemps. Ça a duré une semaine. Pour certains, ça peut être un peu trop long, même une semaine et quelques. Mais là, au moins, on a comme un peu stoppé l'hémorragie. Est-ce que cette séquence-là va continuer dans les prochaines rencontres? Je l'espère. Mais on devait avoir un moment où justement, il fallait reprendre le contrôle de l'équipe. Et là, ben dernièrement, je pense que Saint-Louis l'a fait de la bonne façon. Court, mais c'était efficace. Puis tu l'as dit avec le rappel à Florian Giaccai, on est allé chercher un élément robustesse, on est allé chercher plus d'énergie pour l'équipe, puis on voit que ça a payé. On l'a vu dans les séries l'an passé, c'est quelque chose qui manquait beaucoup, l'élément robustesse, l'élément désir de vaincre, désir de dominer. Est-ce que cette carte-là, le Canadien doit la jouer toute la saison en préparation pour les séries, vu que c'était un élément qui était manquant l'an passé? Penses-tu que l'identité du Canadien, on a besoin de cet élément robustesse-là pour pouvoir gagner des matchs? Ouais, c'est une bonne question. Honnêtement, oui, c'est utile. Je peux pas garantir que Florian va passer la saison à Montréal. Je pense qu'à un moment donné, il va peut-être se rapporter à Laval. Mais c'est officiel qu'on voit que l'aspect robustesse, ça y va. Puis de voir les deux frères jouer ensemble, tu sais, même dans le jeu d'Arbor, là, son frère qui est arrivé, même dans son jeu à lui, ça l'a changé. Il y a eu une étincelle de plus qu'on avait moins vu dans les derniers matchs, ce qui fait que moi, les deux frères, j'adore ça. Tu sais, je m'attends à voir Florian encore pour quelques matchs. C'est ça, je dis, c'est plate parce que je pense qu'à un moment donné, il va retomber à Laval parce que là, on a aussi signé Alexandre Texier. Là, ça a coûté le poste à Joshua Roy, mais ça, par contre, c'est une évidence, là, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais c'est officiel que le côté robustesse, il doit être présent. Florian l'amène. Ça a changé l'aspect du jeu Arbor. Fait que oui, il faut... moi, je serais le plus heureux que Florian demeure toute la saison à Montréal. Je pense pas que ça arrive, mais on voit que l'aspect robustesse contre certains clubs, là, c'est très, très important. Tu sais, contre Washington, c'est là aussi qu'on aurait dû sortir, qu'on l'a pas fait. Fait qu'on s'est repris à Toronto, mais c'est officiel que la robustesse, on le voit, là, du papier sablé, comme on l'appelle en bon québécois, là, ça en prend dans beaucoup d'occasions. Mais là, je pense qu'il vient de devancer Davidson. Le prochain, je pense qu'il va prendre la place. Tu sais, le prochain, c'est l'alignement, ça va être Davidson pour amener justement Alex Tessier. T'en penses quoi de la signature d'Alex Tessier, justement? Oui, ben écoute, c'est un beau risque. Je pense que c'est pas un très, très gros coup. Écoute, puis Martin Saint-Louis, en entrevue, l'ont dit, hein, ils ont aucune attente. Parce qu'on sait pas encore l'attente, on sait pas encore comment est-ce qu'il va jouer, avec qui il va jouer. Tu sais, est-ce qu'il va prendre la place de Davidson? Est-ce qu'il va prendre la place d'un Joe Veleno qui aussi a de la misère? Est-ce que ça va être Florian qui va écoper? J'ai hâte de voir comment ça va le faire, mais c'est officiel que, tu sais, Texier, ça va être un gars de 3e, 4e ligne. Tu le verras jamais en avantage avec Caulfield puis Demidov. Ça va être un gars de 3-4, peut-être un des avantages numériques. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va l'utiliser. Là. Mais j'ai aussi hâte de voir qui on va tasser pour lui faire de la place. Ça, par contre, il y a beaucoup de cartes, mais des fois, il y en a qui méritent moins de sortir. Fait que moi, j'ai hâte de voir autant qui on va sortir que de voir à lui son premier match. Écoute, il y a 3 prochaines semaines vont être critiques, je crois, pour la saison du Canadien. Il y a un gros voyage dans l'Ouest. On parle, entre autres, là, de Utah, on parle de Vegas, on parle de Colorado. Les 2 premières semaines, 2-3 premières semaines de décembre, il y a comme 4 matchs par semaine. Est-ce que le Canadien joue sa saison dans le prochain mois?
Ça va être un gros test, effectivement. Écoute, avec les Jeux olympiques, ça va être des 4 matchs en une semaine, des 2 fois en 2 soirs à toutes les fins de semaine. Ça va être assez incroyable. Oui, je pense que c'est là qu'on va voir qu'est-ce que le Canadien a dans le ventre. Là, encore une fois, ça va prendre un peu l'aspect robustesse. Ça va prendre des rondelles au filet. Faut que l'avantage numérique aussi débloque. L'avantage numérique, on le voit, ça recommence, mais on dirait que c'est pas assez. Puis l'avantage numérique, malheureusement, on a des bons marqueurs, mais ce qui manque un petit peu plus, là, c'est un peu un Shea Weber là, qui peut décocher des lancers frappés intéressants. Cole Caulfield aussi, qui est un grand marqueur qui peut aider. Mais vraiment, le mois de décembre va être crucial pour le CH. Puis, dernièrement, on l'a vu, le Canadien gagnait contre des équipes en dehors des séries. J'enlève rien, mais les défaites qu'on a encaissées, c'était des équipes qui étaient davantage en série. Donc là, le Mammouth, Colorado, Vegas, puis le mois de décembre, là, ça va être très, très intense. Fait qu'il faut vraiment... si le Canadien ressort du mois de décembre avec un bon, mettons, des bons points, là, ben là, on va voir vraiment que ça va être... sans dire que c'est un do or die, là, mais le mois de décembre, c'est un très gros mois, puis il faut ressortir... davantage, puis la moitié de ce mois-là, en plus, c'est des matchs au Centre Bell importants. Fait que si on sort plus que 500, je pense qu'on va être en voiture. Mais il faut travailler fort pour ça. Puis, selon toi, pour les matchs qui s'en viennent, Maxime, comment tu gères la question des gardiens? C'est qui le partant à Montréal en ce moment? Hein? Oui, ça, c'est une question aussi depuis le début de la... Ça fait jaser Dobèche, Montembeault, même on ne sait plus trop un peu la norme. Ben, on voit qu'il y a beaucoup de tests qui ont été faits, tout ça. Qu'est-ce qu'on retire de tout ce qu'on a vu, là? Ouais, ben tu sais, moi je constate que Montembeault est encore gardien numéro 1. Là, on sait que Dobèche, à un moment donné, il y avait une séquence de 6 victoires et aucune défaite. Bon, malheureusement, comme ils ont dit au 5-7, c'est comme si on a un peu sacrifié un pour sauver l'autre, tu sais, de ce qui est arrivé. Mais moi, honnêtement, je pense qu'il faut que Martin Saint-Louis s'assoie avec ses 2 gardiens de but dans son bureau, puis à un moment donné, qu'ils disent, gars, un tel, t'es le numéro 1, c'est toi qui l'as, puis l'autre, numéro 2, tu vas arriver quand on va avoir besoin de toi. Parce qu'à un moment donné, tu sais, les gardiens savent plus... Ils savent plus sur quelle chaise danser, puis je les comprends parce qu'à tout moment, tu sais pas ce qui va arriver. Puis dans les prochains matchs, puis le mois de décembre, là, les 2 gardiens, là, je pense qu'on va les voir à outrance avec ce qui arrive. Mais je pense que Saint-Louis, il faut qu'il détermine vraiment. Mettre un exemple, Montembeault, t'es le numéro 1. Dobèche, on t'oublie pas, t'es le numéro 2. Mais puis souvent, quand tu vas être là, ça va être important. Fait que je pense qu'il faut là, la règle du numéro 1, c'est comme si elle avait disparu. Puis là, ben, les gardiens de but, on dirait qu'ils savent plus sur quel pied danser. Mais je pense qu'il faut revenir à numéro 1, numéro 2. Puis quand ça va aller, ça va être correct. J'ai confiance en Saint-Louis que peu importe qui va amener, c'est parce qu'il va avoir jugé qu'il y en a un qui est mieux placé que l'autre, parfait. Mais il faut juste bien gérer, puis il ne faut pas non plus trop, à un moment donné, jouer à la chaise musicale parce que ça peut être plus nocif que d'autres choses. Mais là-dessus, je pense qu'on est capable, de bien gérer ça aussi. Est-ce que les gardiens ont été vraiment moins bons, moins efficaces, ou c'est vraiment le système défensif qui a eu des conséquences sur les gardiens? Est-ce qu'ils sont soit des victimes ou sont vraiment partie prenante du problème, selon toi? Ouais, ben je pense que c'est toute l'équipe parce que oui, il y a des buts, des matchs que Dobèche et Montembeault ont eu de la misère tous les deux. On l'a vu dernièrement, là, tu sais, Dobèche et Montembeault, ils ont été utilisés dans le même match qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Ils sont souvent déportés, des fois, ils ont des buts un peu faibles qu'ils aimeraient revoir, mais c'est toute l'équipe dans l'ensemble. Puis même, là, des fois, tu regardes des séquences, là, oui, on blâme les gardiens de but, c'est normal parce que c'est leur job d'arrêter les rondelles. Mais tu regardes les séquences, là, puis là, ils sont toujours bien 5 joueurs en avant des autres, tu sais. Fait que si la défensive se fait passer comme du beurre dans le poêle, ben pour le gardien, à un moment donné, ça devient dur. Fait que c'est une petite partie, j'en conviens, mais il y a une équipe en avant d'eux, puis tout le temps mettre le blâme uniquement sur un gardien de but. Comme Saint-Louis l'a dit, on aimerait ça qu'il fasse 40 arrêts par match, mais n'oubliez pas qu'en avant d'eux, il y a 5 joueurs, puis c'est pour ça que c'est un tout, selon moi. Oui, clairement. Puis moi, je suis d'accord avec toi. Tu as une belle approche dans le sens où c'est primordial qu'on fasse un choix de numéro 1 rapidement, puis qu'on reste avec ce choix, puis qu'on vit, qu'on meurt avec le choix, dans le sens où il faut créer une confiance, il faut créer une habitude, il faut créer quelque chose, puis montrer qu'on supporte notre gardien numéro 1, travailler sa confiance, puis arrêter de le sortir à la moindre erreur. Là, il faut prendre une décision, il faut prendre un chemin, parce que ça va être primordial, puis c'est ça qui va donner un peu la couleur au reste de la saison. Là. Mais en même temps, il n'y a pas un piège, pas à nommer numéro 1, numéro 2. Tes matchs sont tellement condensés. Tu sais, des gardiens qui vont garder 70, 60 matchs. Il n'y en a pratiquement plus, tu sais, puis on les voit en série, ils ne performent pas. Fait qu'il n'y a pas un risque, à la limite, tu les gardes quasiment toujours moitié-moitié sur le qui-vive, puis en radio série, tu prends lui qui performe le mieux. Il n'y a pas un risque, justement, d'identifier le numéro 1 dès maintenant?
Ouais, ben c'est sûr qu'il y a toujours un risque, mais je pense que parfois, il faut peut-être aller là. Puis tu sais, aussi, à Montréal, présentement, je pense, la situation, c'est qu'on a 2 bons gardiens numéro 2. Tu sais, il y a une certaine époque, là, un exemple, je retourne à, je sais pas, à l'ère Price et Kevin Primo. Là, vraiment, tu avais un très gros débalancement, que tu avais un 1 solide, puis un 2, ça, on le savait. Puis dans ce temps-là, ben, le gardien numéro 2 jouait pour que le gardien numéro 1, tu sais, ait un petit peu de repos. Mais aujourd'hui, avec les rencontres condensées, tu as besoin d'avoir 2 gardiens de but efficaces. Puis oui, peut-être que c'est sûr qu'il y a toujours un risque de peut-être dire, gars, un ou l'autre t'es 2, parce que les 2 veulent avoir le plus de matchs. Puis ça, c'est normal quand t'es gardien de but, tu veux être devant les filets. Mais à quelque part, tu sais, je pense qu'il faut peut-être, ou à la rigueur, peut-être qu'ils décident, tu sais, y aller 50-50, ce qui pourrait être une option valable. Mais par contre, peu importe le chemin, parle avec tes gardiens de but. Tu sais, moi, je prendrais une rencontre avec eux, là, une bonne rencontre de 10 minutes, savoir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on dit on y va kiff-kiff, ce qu'on voyait moins, ce qu'on voit plus, ou est-ce que vraiment on y va 1-2? Moi, je pense que juste une discussion pour savoir où est-ce qu'on s'en va, ça pourrait aider tout le monde, parce que là, présentement, tu sais, il y en a un qui a 6 victoires en ligne, après ça, on met l'autre, et là, tu peux te demander, puis là, mais la fameuse fois où ce que Dobèche a craqué devant les caméras, là, pour ceux qui l'ont vu côté émotif. Fait que, tu sais, des fois, pour s'éviter un peu ces choses-là, faut aider les joueurs dans ce cas-là. Puis je pense qu'une bonne rencontre avec eux, là, ça pourrait déterminer le plan clair pour les prochains mois, ça pourrait aider. Il y a des groupes, chez Canadien, il y a des groupes blessés. On parle entre autres de Patrick Laine, correct. Mais Alex Nourou, surtout, qui a été blessé longtemps. Alex Tessier est arrivé. Est-ce que le Canadien va avoir besoin d'autres transactions? En fait, ça va prendre une transaction, notamment avec Kirby Dach aussi, qui a été blessé là, pour une longue période. Selon toi, est-ce que Tessier, c'est le dernier joueur à arriver à Montréal? J'espère non parce que tu sais, présentement à l'attaque, quand tu dis qu'un Kirby Dach puis un New Hook te nuisent profondément, ça veut dire que tu manques de profondeur au niveau de tes joueurs. Oui, Texier s'en vient, on s'entend, c'est pas le sauveur là. C'est tout de suite, il faut se mettre, il va apporter de plus, c'est pas le sauveur, mais le deuxième centre, par contre, je pense que c'est pas encore réglé. Tu sais, actuellement, c'est Oliver Kapanen qui l'a. J'enlève rien avec Demidov, il produit puis tout. Là, j'enlève rien là-dessus. Mais oui, je pense que ça va prendre un deuxième centre. Puis pour y arriver, ça va passer par une transaction parce qu'à Laval, malheureusement, je constate qu'on n'a pas les outils pour avoir ce centre numéro 2 à l'interne, fait que ça va prendre une transaction. Par contre, si on fait ça, attention à qu'est-ce qu'on fait, ça prend une transaction hockey. Et quand je dis hockey, un peu l'exemple à l'époque, on avait eu Alexandre Carrier en retour de son nom m'échappe, là, mais Justin Byron qu'on avait apporté, voilà. Donc, c'est un peu ce genre-là que ça prendrait. Faut juste faire attention non plus pour pas échanger n'importe quoi pour tout de suite, parce que, bon, présentement, on s'en tire bien, mais j'ai l'impression que quand les transactions vont arriver, si on est en bonne posture, on va peut-être voir d'autres joueurs avant Montréal, là, tout dépendamment de ce qui va arriver, surtout au mois de décembre. En terminant, moi, j'irais chercher Ryan O'Reilly à Nashville. Je pense que ce serait un bon compromis. Toi, ça serait quoi ton choix? Ouais, ben c'est un bon choix. Écoute, il y en a qui parlaient de Nazem Kadri, il y en a qui parlaient d'un joueur aussi à Boston. Je pense que c'est Pavel Zacha, là, mais je suis plus sûr de son nom. Mais ça pourrait être une bonne monnaie. Mais encore là, tu sais, un O'Reilly, c'est bien. Mais moi, c'est toujours le coût combien ça va coûter. Parce que je pense pas que Hughes va sacrifier un choix de première ronde ou tu sais, un espoir qui va te parler. Fait que moi, je serais tout d'accord. Mais comme je dis, moi, c'est vraiment combien ça va coûter. Puis qu'est-ce qu'on est prêt à donner. Parce que si on fait une transaction, puis ça nous sort avec, tu sais, si O'Reilly on l'amène, mais qu'après ça on échange, je sais pas, on échange 2 choix de première ronde, puis un exemple, un linebacker, tu sais, je suis pas sûr que ça va bien passer à Montréal. Fait qu'on peut aller chercher n'importe qui, mais c'est le prix à payer, c'est ça que j'ai hâte de voir. C'est ça qui est pas évident. C'est ce qui mettait fin à notre émission. Maxime, merci beaucoup de t'être prêté. Toujours un plaisir d'avoir tes opinions et commentaires éclairés sur nos Canadiens de Montréal. C'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. On remercie les téléspectateurs à la maison qui nous suivent semaine après semaine. Merci à l'équipe technique et merci à nos invités de l'émission d'aujourd'hui. On vous dit à la prochaine émission. Merci, Phil.